Les mamans qu'on reçoit aujourd'hui ont un enfant autiste. Leur quotidien est pénible, douloureux, mais à la fin de la journée, on a le sourire de cet enfant qui a besoin de vous, qui a besoin de nous. Aujourd'hui, on parle d'autisme dans les femmes d'ici. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, indispensable à votre épanouissement, à votre développement, à votre spiritualité, à votre dévouement, à votre dévotion, à votre équilibre, mais surtout à votre connaissance. On applaudit. Comment ça va sur ce plateau aujourd'hui? Ça va très, très bien. Bon, alors les filles, on a un sujet, moi je pense, très important parce qu'il passe généralement sous silence. Ici en Afrique, il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui passent sous silence en Afrique ici. Tout est tabou. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est que quand on ne comprend pas quelque chose, on rejette cette chose automatiquement. On la juge, on la met de côté parce qu'on ne connaît pas cette chose. On parle d'autisme aujourd'hui et il y a beaucoup d'enfants qui... On dit que ce n'est pas une maladie, c'est un handicap. Donc il y a beaucoup d'enfants qui sont autistes et les gens les marginalisent, on les dépose de côté. Aujourd'hui, on va comprendre cette maladie, mais surtout, on va écouter le témoignage des mamans comme nous, qui vivent avec un enfant autiste. Bon, voilà. On a Magouri Liko Diane. Comment vas-tu, Diane? Je vais bien, merci. Tu es la maman de Chris Désiré. Effectivement, je suis maman de Chris Désiré, âgée de 14 ans. C'est mon premier garçon et c'est ma source de motivation. Ouais, et il est autiste. Il est autiste. D'accord, tu as d'autres enfants? Oui, 10 ans après, j'ai eu sa petite sœur. Ok. Grâce à Adina, à qui je fais plein de bisous, parce que Adina, elle est la bouffée d'oxygène de la maison, mais aussi elle est la maîtresse de Chris. Donc, c'est une relation très fusionnelle et je bénis Dieu pour la présence d'Adina dans notre vie. Super, super, très bien. Donc, tu as 2 enfants? 2 enfants. Ok, Adina, elle n'est pas autiste? Non. Très bien. Ensuite, Anna Johanna. Anna Johanna, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. D'accord. Et toi, tu es la maman de Ayana? Anaya. Anaya, pardon. Oui. Anaya, d'accord. Anaya, elle a quel âge? Anaya, elle a 9 ans. OK. Et comme Christ, elle est autiste. Elle est âgée de 9 ans. D'accord. Et tu as d'autres enfants? Non, elle seulement. Pour l'instant? Pour l'instant, oui. Voilà, pour l'instant. Très bien. Ensuite, Oussou Kouakou Gérard est orthophoniste. Il est avec nous. Comment vas-tu, Oussou? Très bien, merci. Ça va, d'accord. Donc, tu es orthophoniste et aujourd'hui, avec toi, on va comprendre un peu cette maladie, mais surtout comment on les aide. Voilà. D'accord. Voilà, OK, très bien. Les filles, est-ce que vous avez déjà été confrontées à peut-être un membre de la famille ou une connaissance qui avait un enfant autiste ou pas? Moi, j'ai connu une fille à Londres, à qui je fais un bisou. Je ne peux pas dire son nom, je ne sais pas si elle acceptera. C'est ça. Elle avait un fils qu'elle aimait beaucoup, qu'on aimait tous d'ailleurs, mais on ne savait pas ce qu'il avait. Comme nous, on est un peu gaou. On se disait, mais hey, il est bizarre, pourquoi il est toujours chaud? C'est lui, quand on a les anniversaires, il touche au gâteau, il touche à tout. Vraiment, quand c'est comme ça, il y a beaucoup de critiques autour. Mais elle a tellement bien mis son enfant en avant qu'au final, on l'a tous accepté. Et à plusieurs reprises, elle l'a envoyé chez moi pour que je puisse le surveiller parce qu'elle devait aller au travail. Mais bizarrement, quand l'enfant est à la maison, il est calme. Il reste tranquille, mais dès qu'il voit sa maman en même temps... Donc je me suis dit, mais au final, il n'est pas si excité que ça. Non, nous, on a cru que c'était la maman qui le gâtait sans savoir que c'était cette maladie. C'était autisme, d'accord, ok. Et toi Oui, moi, j'en connais des enfants autistes. La plupart du temps, bon, les parents te disent qu'ils n'ont pas su parce que pour eux, c'était un retard de langage. Et puis finalement, les années se sont accumulées, ils se sont rendus compte que c'est... Maintenant, on cherche un peu à gauche, à droite pour savoir de quoi l'enfant souffre exactement. Et c'est là où on découvre qu'il est autiste. Donc, c'est vrai que ça prend un peu les parents au dépourvu.
qui ne savent pas trop comment gérer ça et surtout même l'intégration de l'enfant avec ses amis à l'école ou même au quartier. Je connais une petite qui est autiste, pas loin de là où je vis, mais c'est vraiment beaucoup d'accompagnement autour d'elle. Il y a tout le temps quelqu'un avec elle parce qu'elle se lève, elle sort de la maison, on ne sait pas où elle va. Donc, il y a une nounou dédiée qui la suit partout. Ah ouais. Partout, partout. Donc, c'est vraiment, il y a un suivi qui est assez particulier, en tout cas en fonction du type. Du type, ouais, c'est ça que je voulais dire. Je pense qu'aujourd'hui, on va voir aussi les types d'autisme parce que moi, j'ai eu à voir un enfant autiste une fois dans l'avion, une fille. On était assises et puis en fait, la femme était avec son bébé, mais l'enfant faisait trop de bruit. Donc, l'enfant la crie, l'enfant pleure. Je dis, mais madame, pourquoi ton enfant la pleure qu'on va me chicoter un peu, là, c'était. Tu vois, genre en normal, quoi. Parce que je comprends pas. Dans l'avion, la petite a fait du bruit, elle va ici, elle va ici. La maman m'a dit que non. Au début, elle ne parlait pas. Elle disait, non, calme-toi, tais-toi. Mais l'enfant crie. Donc, je lui ai dit, mais madame. C'est là, elle m'a dit, non, mais en fait, elle est autiste. Je dis, ah, d'accord. Donc, maintenant, j'ai compris. Puis, j'ai dit, bon, ben, donc, on a qu'à la blaguer. Parce que si on voit qu'elle est autiste, donc maintenant, qu'à la blaguer. Donc là, maintenant, j'ai commencé à allumer des trucs que j'avais sur le téléphone. Elle a commencé à regarder. Là, elle a commencé à se calmer, tu vois. Mais sinon, on voulait aller de l'autre côté. Hein. Non, on ne savait pas. Surtout quand l'enfant pleure trop, c'est comme si l'avion va tomber. Ah, mais tu as vu, tu as peur. Déjà, tu es en haut là-bas. Et puis, tu dis que l'enfant, tu es stressé. Donc, c'est là que j'ai vu. Mais après, j'avoue que je n'ai pas beaucoup de connaissances sur la maladie. Et ça me fera vraiment plaisir qu'on ait tout ça aujourd'hui, que toutes nos questions soient avec des réponses. Donc, je vais commencer par toi, Liko Diane. Tu vas nous raconter comment est-ce que tu as découvert que ton enfant était autiste. Et puis... D'accord, merci. Déjà, Christ naît un très beau bébé, donc aucun handicap physique visible. Et à l'âge de parler, il y a une absence de parole, donc il ne parle pas. Et vous savez, en Afrique, très tôt, on dit, surtout que c'était le premier enfant et que nous vivions à 2 uniquement, nous avons pensé qu'il n'y avait personne qui pouvait le stimuler. Donc, tout de suite, il y a eu l'option de scolarisation. Il fallait le mettre à l'école pour qu'il parle avec les autres enfants. À la différence des autres enfants, qui, quand ils arrivent à l'école, à la maternelle, ils pleurent une journée, Chris n'a cessé de pleurer pendant 2 semaines. Donc, ça a commencé à déranger les gens. Et puis, après, on s'est rendu compte qu'il y a une hyperactivité qui était associée. C'est-à-dire, il sautait dans tous les sens. Et moi, pour la petite histoire, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'à l'école, on me dérangeait à chaque fois. Parce que moi, mon fils, quand j'arrive à la maison, il est tout doux, il est à la maison, il est lavé. Je n'avais pas ce problème. Mais c'était l'école, à chaque fois qu'il revenait vers moi pour me dire « Ah, il a sauté aujourd'hui, il ne s'était pas. » Je dis « Mais attends, elle m'agace à la fin. Et moi-même, un jour, l'école n'était pas loin de chez moi. J'étais là et j'ai vu mon fils. Certainement, les maîtresses étaient fatiguées de le calmer. Puis j'ai vu mon fils en train de grimper les arbres de l'école, mais de manière très dangereuse. Je lui ai dit, j'étais à mon balcon, je le voyais dans la cour de l'école. Il n'a pas fallu beaucoup de minutes pour que j'arrive là-bas pour récupérer mon fils. Sur ce geste-là... À quel âge déjà? C'était la première année de la maternelle, donc il devait avoir entre 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi, il grimpe les arbres. Les arbres. Waouh. Et là, ça m'a fait un tic. Et donc, du coup, on a commencé à chercher ça et là. Et ça a été vraiment de 3 ans, c'est à 7 ans. Donc, à 7 ans qu'on a pu poser le diagnostic à Chris. Oh, wow. Le diagnostic de l'autisme. Parce que pour poser un diagnostic de l'autisme, c'est plusieurs intervenants, c'est plusieurs bilans fonctionnels et biologiques aussi qui partent avec. C'est très coûteux. Et donc, voilà, il n'y avait pas beaucoup de spécialistes aussi dans le temps pour poser le diagnostic. Ouais. Moi, j'aimerais savoir, entre l'âge de 3 ans et 7 ans, est-ce qu'il commençait à parler déjà? Est-ce que l'école avait changé quelque chose? L'école n'a pas changé véritablement quelque chose. Mais déjà, moi, je suis allée vers des centres dont j'avais entendu parler. Et pour la petite histoire, on était à Abidjan. J'ai dû effectuer le déplacement sur Beaunois. Et quand j'arrive à Beaunois, la première personne qui consulte, c'est un orthophoniste qui me dit, parce que j'étais vraiment embêtée, il me dit, « Madame, vous avez parcouru l'entrée jusqu'à mon bureau ?» Je lui ai dit oui. Il dit, « Les gens que vous avez traversés, est-ce qu'ils sont comme votre enfant ?» Je dis non, parce que c'était des handicaps lourds là-bas dans le temps. Il dit, « Bon, écoutez, moi je pense qu'il y a autre chose à voir, donc je vais vous orienter ailleurs. » Et la première personne, comme je dis, le premier spécialiste que j'ai eu à rencontrer, c'était un orthophoniste, mais il n'était pas habilité à poser le diagnostic. L'orthophoniste, c'est là
pour réparer, aider à parler, à développer les prérequis du langage. Donc, après, il y a eu beaucoup d'autres choses qu'on a pu faire. Du coup, je suppose que vous avez dû voir son pédiatre. Est-ce que c'est le pédiatre qui vous oriente ou qui se dit qu'il y a peut-être un soupçon, donc il faut aller vers d'autres spécialistes? Ou bien qui vous oriente finalement vers les différents spécialistes? Alors, 10 ans en arrière, le pédiatre, nous sommes focus sur le manque de parole, l'absence de parole. Du coup, les premiers examens que le pédiatre déjà, il va te rassurer. Il n'y a pas de problème, il va parler. Il y a des enfants qui te parlent tardivement, il va parler, et tout. Et donc, je dois voir un ORL que je vois. Et l'ORL en question donne un bilan, un examen dans le temps qu'on appelait PEA. Aujourd'hui, ça a un peu migré, c'est l'audiogramme. C'est pour voir si les enfants entendent. Là, c'était galère parce qu'il fallait que mon fils dorme. Vu qu'il a commencé à développer une hyperactivité, là, je vais mettre l'accent sur la souffrance des parents. Donc, il fallait que l'enfant dorme pour qu'on puisse lui faire les examens. Mais ça a été vraiment galère. Donc, tu te rends compte que ton fils, d'abord, c'était dans le temps, nous étions dans l'Afrique de l'Ouest, le seul pays qui faisait cet examen-là. Wow. Donc, il y avait une longue file d'attente. Quand tu arrives et que ton heure passe, c'est fini. C'est fini. Wow. J'ai dû pleurer, donc il y a eu plein de choses. Mais après, on se rend compte que l'enfant parle. Et l'enfant entend. Mais il ne parle pas. C'est là la grosse problématique. Wow. Pourquoi est-ce qu'il entend et il ne parle pas? Wow. D'accord, on va revenir sur ça. Anna, Johanna, je vais te reposer la même question. Comment est-ce que tu as su que ton enfant était autiste? Alors moi, pour revenir un petit peu en arrière, il faut savoir que la grossesse est bien passée, l'accouchement aussi. Donc j'essaye en même temps de déculpabiliser les mamans qui pensent que c'est parce qu'elles ont fait quelque chose pendant la grossesse qu'après l'enfant est devenu autiste. Ce n'est pas le cas. Okay. Donc pendant les premières années de vie, elle a évolué aussi normalement, comme tous les enfants. Et aux environs de 1 an et demi, j'ai commencé à remarquer des signes qui m'ont interpellée. Tout d'abord, je remarquais que quand on l'appelait par son prénom, elle ne tournait pas la tête. Donc, elle ne réagissait pas à l'appel de son prénom. C'était le premier signe pour moi. On a pensé qu'elle avait un problème de surdité, mais après les tests, ce n'était pas le cas. Le deuxième signe qui m'a alertée, c'est qu'elle ne jouait pas avec les autres enfants. Donc, aux anniversaires, quand elle était avec ses cousins, elle était toujours en retrait, comme si elle était dans une bulle, dans son propre monde. Et un autre signe, c'est qu'elle ne regardait pas dans les yeux. Elle n'avait pas le contact visuel. Donc, même quand je me mettais à genoux devant elle pour lui parler, à son niveau, elle avait toujours le regard fuyant, elle regardait ailleurs. Elle n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Et il y avait aussi un autre signe, des troubles de comportement chez elle. Donc, de la stéréotypie, comme on dit. Donc, c'est des mouvements répétitifs qu'elle faisait chaque fois. Mais au début, c'est amusant de voir un enfant tourner sur lui-même. Mais imaginez qu'elle va tourner sur elle-même pendant 1 heure de temps. 1 heure? Wow. 1 heure de temps sans se fatiguer. Wow. Elle va allumer, éteindre la lumière, allumer, éteindre, allumer pendant 1 heure de temps. Et vraiment, l'élément qui a été déclencheur pour moi, c'est que le langage n'est pas venu. Et tout ça, ça se faisait à quel âge aussi? Entre 1 an et 1 an et demi que j'ai commencé à avoir ces signes. Et vraiment, l'élément déclencheur, ça a été le langage qui n'est pas arrivé. Donc, on entendait des sons, papa, ma, mais il n'y a pas eu de mots formés, maman, papa. Donc, quand j'ai remarqué ça, je suis allée voir le pédiatre et il m'a dit la même chose, que chaque enfant évolue à son rythme, ne vous inquiétez pas. Mais bon, vu que moi, ma mère était médecin, on est parti voir des spécialistes. Donc, on est parti voir le neuropédiatre, le pédopsychiatre pour essayer d'avoir un diagnostic. On a fait toutes sortes d'examens, IRM, scanner, EEG, audiogramme, tout. Et on n'a pas eu de diagnostic formel, on va dire. C'était plus des soupçons. On nous disait soupçons. Parce que je pense qu'ils ne voulaient pas aussi poser le diagnostic parce qu'elle avait que 1 an et demi. Elle était encore jeune, en fait. Donc, ils ne voulaient pas poser de diagnostic. Donc, sur ça, on a commencé en même temps les thérapies, à avoir une éducatrice spécialisée assez tôt, en attendant d'avoir un diagnostic. Parce que moi, quand j'ai lu sur Internet, quand j'ai tapé ces symptômes,
le premier mot qui est sorti, c'était autisme. Donc, moi, dans mon esprit, c'était ça. C'était ça, oui. Voilà. Donc, après, il a fallu, après 3 ans, aller à l'étranger pour avoir un diagnostic. Et c'est là-bas que ça a été posé. Justement, qu'on m'a dit que Anaya est autiste. Voilà. Ouais. D'accord. Je voudrais justement, dans le même élan, comme elle a parlé un petit peu des troubles à la maison, la petite tournait sur elle-même, elle éteint, elle allumait la lumière. Vous, en dehors du fait que votre enfant soit monté sur l'arbre et que vous ayez réagi, qu'est-ce qu'il faisait en fait de particulier, mis à part le fait de ne pas parler, de ne pas entendre? Quels étaient ces Non, troubles? il entendait. Il entendait. Oui. Chris désirait, par contre, il faut dire que moi, j'étais une famille monoparentale, donc du coup, je partais très tôt au travail et je revenais un peu tard. Et j'avais installé une routine à la maison, 18 heures, il est lavé, il a mangé. Donc c'était vraiment l'enfant idéal et parfait pour moi, en tout cas. Et le premier déclic, c'est que j'ai reçu la visite de ma sœur un week-end. Et quand elle partait, elle a dit au revoir de la main. Et il n'a pas réagi. Moi, c'est mon premier enfant. Moi, je ne prêtais pas vraiment attention. Et puis, c'était 14 ans en arrière. Donc, à Johanna, je pense qu'elle commençait, on avait beaucoup de... commençait un peu à voir, nous, on ne savait rien. Et donc, le premier élément déclencheur, c'est quand ma soeur a attiré mon attention, elle dit, c'est pas normal qu'on puisse dire au revoir à un enfant et qu'il ne dise pas. Et après, j'ai trouvé que ma grande soeur, elle abusait un peu. Ça, en tant que moi. Elle abusait un peu. Et quand il part à l'école et que je vois le comportement, et là, j'ai expliqué, hein, le comportement différent, c'est quoi? C'est le choc de culture. C'est-à-dire, à la maison, il est dans son cocon. Il a ses repères. Il sait tout. Et quand il arrive à l'école, pour lui, il est confronté à une nouvelle structuration, d'autres enfants. Et c'est ce qui a fait le choc. Du coup, ça a déclenché beaucoup de choses en lui, qui étaient certainement enfouies, et ça a révélé. D'accord. Alors, je pense qu'on va prendre l'avis de l'orthophoniste. Déjà, l'orthophoniste, c'est quoi son rôle au niveau d'un enfant autiste? Alors, il faut dire qu'un orthophoniste est un professionnel de santé, un paramédical, qui a fait une formation d'au moins 3 ans et qui a un diplôme d'orthophonie. En Côte d'Ivoire, je crois qu'on parle de technicien supérieur de santé option orthophonie. Alors, un orthophoniste, son rôle dans la prise en charge de l'autisme, c'est non seulement de faire un bilan orthophonique, à faire un bilan. Et ce bilan consiste à faire l'anamnèse d'abord. Le premier point, c'est l'anamnèse. L'anamnèse, c'est un entretien très rigoureux avec les parents pour voir un peu le profil selon les parents, le profil de l'enfant. Et quand tout cela est fait, il y a un test qu'on va administrer pour celui qui est verbal, parce qu'au niveau des autistes, il y a certains qui sont verbaux et d'autres qui ne sont pas verbaux. Et celui qui n'est pas verbal, en ce moment, c'est une observation clinique que l'orthophoniste va faire pour voir si les compétences sociales socles sont en place, notamment le regard, l'imitation gestuelle, l'imitation verbale, l'élan, l'interaction. Il y a plein de compétences comme ça. D'accord, très bien. Pardon, docteur, excuse-moi. Hein. Oui. Tu es assis à côté de je ne comprends pas trop le français. D'accord. Ton français est bien meilleur. Non, mais dis-donc, parce que dans nos cours, là, nos enfants sont bandits, on ne sait pas qu'ils sont autistes. Nous, on dit on les a agbassés, ou bien c'est une tante qui l'a lancé sort. C'est que tu as dit, il faut expliquer ça dans moi, mon français, je vais comprendre. Donc, d'autres ne peuvent pas parler. Ils font bah, comme madame a dit. Deuxième, là, c'était quoi? Alors, il y a certains qui parlent, je veux dire, qui sont verbaux. Ils parlent bien. Voilà, qui parlent. Un Asperger, par exemple, il n'a pas de problème de langage. Et il est très intelligent. Voilà. Mais comment on sait qu'il est autiste? Qu'est-ce qui fait qu'il est différent des autres? Alors, ce qui fait le mot autiste, c'est autos, c'est-à-dire un repli sur soi. C'est-à-dire qu'il va se replier sur lui-même et il ne va pas aller vers l'autre. Les interactions sociales sont très délicates. Non, ce n'est pas tous les enfants qui sont chauds là. Donc, en fait, c'est ça, en fait. Donc, je pense que là, on va voir un peu, on va avoir une vidéo d'une interaction entre l'enfant autiste et l'orthophoniste. Mais surtout, après, on va comprendre quels sont les types d'autisme qui existent pour qu'on puisse se reconnaître. OK, donc ça, c'est qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Alors ici, l'enfant, le langage est déclenché.
commence à dire des mots, papa, maman. Okay. Et donc là, nous sommes en train de faire une activité pour enrichir le lexique. Donc on va présenter une image, papa, maman, etc. Donc on fait la dénomination. La dénomination. Ça n'a rien à voir le tapis sur lequel vous êtes. C'est des cartes? Oui, c'est des cartes. Oui, c'est des cartes. C'est des images. Des images. OK, très bien. On va marquer la première pause. On va marquer la première pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec nos braves mamans Magouri, Ligodiane, Anna, Joanna, qu'on va applaudir d'abord, et notre orthophoniste Oussou Kwaku Gérard. Ouh, tonton Kwakwa! La quax de quax, hein, tonton? Le lexique. Le lexique, oui. Alors, oui, moi, je voulais demander aux mamans, une fois que le diagnostic a été posé, quelle a été la première étape pour accompagner l'enfant? Qu'est-ce qui a été proposé en fait par les spécialistes pour l'accompagnement? Vas-y. OK. Quand le diagnostic est posé, pour moi, hein, je parle de mon cas, c'est un diagnostic d'autisme qui est posé. Donc, on vous dit, il faut qu'il parle. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, je continue avec l'orthophoniste pour qu'il commence à parler. Mais en amont, on ne te dit pas que c'est une série interminable de prise en charge que vous devez payer par heure jusqu'à ce que l'enfant parle. Par heure? Comment par heure, oui. Chaque heure qui va. Chaque heure, c'est dit, au fait, parce que l'enfant ne peut pas, il peut pas avoir plus de résultats. On ne peut pas prendre l'enfant 2 heures pour cette thérapie-là. Parce que l'enfant ne pourra pas respecter la consigne ou du moins être présent. Plus d'1 heure. Ça, c'est ce que... On ne peut pas être concentré. Pas concentré plus voilà, il faut pas... Et donc, et après, les facturations, c'est par séance. Combien comme ça? Donc, combien la séance? Dans le temps, moi, je payais entre... Je vais vous donner la fourchette. On parle de 19 000 à 35 000. Par la séance. La séance. Donc, ça dit l'heure? L'heure. OK. Ou 45 minutes. Bon, on va partir sur l'heure. Alors, moi, quand on me donne le diagnostic de l'autisme de mon enfant intègre un centre privé qui, dans le centre, est censé prendre l'enfant volet scolarité, mais aussi éducation spécialisée. C'est-à-dire amener l'enfant à être propre, déjà, réduire les troubles, l'hyperactivité, tout et tout, l'apprendre à devenir un peu plus sociable, vivre avec d'autres enfants. Et par la suite, moi, comme j'avais démarré avec l'orthophonie, je continue l'orthophonie. Mais à un moment, on arrive à bout de souffle. Donc, on arrête. Et là, je me rends compte que l'autisme, mon combat contre l'autisme, c'était pas de combattre la maladie pour qu'il guérisse, mais c'était de plutôt comprendre et arriver à être pérenne dans ce que je faisais avec mon fils. Et c'est là que tout se joue. La première étape, quand on donne le diagnostic à un parent, il y a le déni. C'est-à-dire le parent se dit, ben, c'est pas possible, tout et tout. Il y a aussi l'accusation, l'auto-accusation. Donc le parent même rentre dans une coquille vis-à-vis de la société et ça fait qu'il est très blessé. En tant que l'enfant autiste, en lui-même, il a besoin d'un parent équilibré pour pouvoir le porter. L'enfant autiste duquel on se moque, en réalité, il n'a rien à foutre avec ça. Les personnes qui en pâtissent, ce sont les familles. En tant que le lien entre un enfant autiste et son parent, c'est un lien émotionnel, c'est un lien sentimental. Quand le parent n'est pas suffisamment aguerri et n'est pas très apprêté émotionnellement, tout ce qu'il subit, tout ce qu'il dégage comme émotion négative a un impact sur son enfant. Clair, bien sûr. Est-ce que les médecins, pour continuer, est-ce que les médecins vous ont un petit peu expliqué, une fois que le diagnostic a été posé, est-ce qu'on vous a un peu expliqué ce que c'est, peut-être les causes éventuelles, tout ça? En termes de causes, on dira, pour moi, on nous a dit c'est
C'est un handicap qui survient et finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui a causé cela, mais il faut savoir que plus vous allez venir en thérapie, mieux ça va se passer. Venez, il y a plein de choses à faire, il n'y a pas mort d'homme. On vous rassure? On vous rassure, en fait. On vous rassure, mais il faut comprendre ce que c'est pour accepter d'être rassuré. Claire, je comprends. Alors, tu vas répondre à la même question de Didja après le diagnostic. Après le diagnostic, moi, comme je vous l'ai dit, je me doutais déjà. Donc, ça a été, on va dire, un soulagement au début. Parce que je me suis dit, OK, maintenant, on peut mettre un nom. Donc, on peut mettre des solutions pour qu'elle puisse guérir. Et je dis guérir, rendre griffe, parce qu'on ne guérit pas de l'autisme. Ce n'est pas une maladie, c'est un handicap. Ah, d'accord. Donc, ensuite, quand j'ai commencé à faire face aux régressions d'Anaya, à la stagnation en termes de comportement, quand j'ai commencé à faire face aux crises, parce qu'ils font aussi beaucoup de crises au début, j'ai commencé à faire face à plein de réalités par rapport à l'autisme. C'est là que je suis tombée de 10 000 étages. Parce qu'en tant que parent, tu commences à sombrer dans une sorte de tristesse profonde, de solitude. Et les spécialistes, ils appellent ça le deuil de l'enfant, le deuil de l'enfant idéal. C'est-à-dire que l'enfant qu'on a idéalisé, en tant que parent, tu te dis, bon, mon enfant, il sera astronaute, il va partir à Harvard, il va faire de la danse, du football. Et finalement, tu te rends compte que peut-être que tout ça, ça ne va pas arriver, en fait. Donc, il faut qu'en tant que parent, il faut pouvoir se réadapter, réajuster ses attentes par rapport à son enfant. Et ça a été la période la plus dure pour moi. C'est une période qui a duré même pendant 3 ans, on va dire. 3 ans de tristesse, vraiment de solitude. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, tout est rose, tout va mieux. Il y a toujours des moments où on est down, mais on va dire que je suis passée quand même par de l'acceptation, avec le soutien de la famille, le soutien des amis. Et surtout, ce qui m'a beaucoup aidée, c'était de me rapprocher d'autres mamans qui vivent la même situation. La même chose, Franchement, ça a été libérateur pour moi de connaître Diane, de connaître d'autres mamans qui traversent la même situation. On a pu se conseiller, s'épauler, et vraiment, ça a été un souffle pour moi. Alors justement, on va regarder une vidéo de Chris Désiré, n'est-ce pas? Chris Désiré, qui fait du taekwondo. Alors ça, c'est à quel moment, ça? Il faut dire que déjà, quand on commence à accepter, on cherche des solutions. C'est ça. Et dans la recherche de solutions, avec d'autres parents, nous avons décidé de mettre une association sur pied. Et donc, pour mieux aider nos enfants qui grandissent, qui sont en train d'être forclos au niveau de scolarisation, on commence à accepter, mais surtout, on fait des recherches. Et donc, ça, c'est à l'occasion de la rentrée des vacances scolaires 2023. Moi-même, en tant que présidente d'association, je me suis dit qu'il fallait qu'on puisse trouver des activités pour nos enfants. Et parce que moi, mon fils représente le garçon, le meilleur garçon de la Terre. Donc, comment on doit chercher une activité? Je vais vers des spécialistes dans le domaine. Et quand j'approche ce spécialiste en question du taekwondo, il ne savait rien de l'autisme. Il ne savait rien. Donc, je lui dis, je le rassure, je dis, on peut y arriver. Je crée un projet de comment est-ce qu'il peut prendre en charge les enfants. Et là, c'était, si je me souviens, c'était la 3e séance de Chris Désiré. Qui a commencé, je lui ai dit, on n'a pas besoin de résultats. On a besoin que vous puissiez communiquer, qu'ils puissent comprendre ce que vous... Et c'était vraiment pour moi, quand je m'assois à cette séance et que je filme, je dis, waouh, il y a de l'espoir. Oui, et puis il y a de la progression, il y a eu beaucoup d'évolution, c'est très bien. Alors, moi, j'aimerais qu'on parle des types d'autisme, si l'orthophoniste peut nous dire ça. Oui, avant qu'on ne parle de type d'autisme, je voudrais un peu aborder la question soulevée par madame, surtout après le diagnostic. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, chez l'orthophoniste, par exemple, lorsque le diagnostic est posé, alors il faut faire ce qu'on appelle le projet thérapeutique. Le projet thérapeutique, c'est en fonction de ce qu'on a découvert. Quelles sont les capacités de l'enfant? Quelles sont ses difficultés? Alors, très souvent, l'autiste, il ne sera pas capable de pointer du doigt.
Donc, dans le travail que nous allons faire, nous allons lui apprendre à pointer du doigt. Okay. Il ne regarde pas. Le regard est fuyant, labile. Donc, on va l'aider à pouvoir capter son attention, le regard. Lorsque vous lui présentez quelque chose, il ne regarde pas cette chose. On va travailler ça. C'est ce qu'on appelle l'attention conjointe. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a tous ces paramètres-là, ces compétences socles qu'on va mettre en place. Sinon, dans un premier temps, ce n'est pas le langage, la parole, voilà. Le plus important. Ce n'est pas ça le plus important. Et tout ça, ça se fait chez l'orthophoniste? Oui. Qui est à 30 000 francs l'heure. Non. C'est le monsieur qui parle. C'est important de le dire. Il vient de poser la question. Je reviens encore sur les types d'autisme pour qu'une personne qui est derrière son écran commence à comprendre que son fils peut parler, très bien parler, mais il est autiste ou alors voilà, tu vois. D'accord. Alors, ce que je voudrais dire d'ores et déjà, c'est qu'il y a deux types d'autisme. Il y a l'Asperger qui n'a pas de problème de langage. Mais les interactions sociales sont toujours difficiles. Et il y a l'autisme. Et au niveau de l'autisme, lorsqu'on fait le diagnostic, vous verrez qu'on va vous parler de l'autisme léger, autisme modéré, autisme sévère. Voilà. Donc, ce qui est léger, c'est le niveau d'intervention, le soutien dont cet enfant a besoin pour pouvoir être autonome. Là, le soutien dont il a besoin n'est pas assez. Mais modéré, il faut un peu plus de soutien. Sévère, là encore, le soutien doit être très, très, très important. Comment faire la différence, justement, maintenant, entre un enfant qui a un retard de langage simple et puis un autiste? Alors, ce n'est pas aussi évident à cause des effets, par exemple, aujourd'hui, des écrans. Un enfant qui est tout le temps devant l'écran, vous allez voir, vous l'appelez, il ne répond pas à son prénom. Il ne va même pas... Vous allez penser qu'il est sourd alors qu'il entend très bien. Est-ce que vous voyez? Alors, mais il est captivé par l'écran. Justement. Et il n'y a pas d'interaction entre l'enfant et l'écran. Alors que les enfants apprennent par quoi? Par imitation, par manipulation, par mimétisme. Voilà. Et donc, pour faire la différence, c'est que celui qui a un retard simple, au moins il regarde. Ça, c'est un. Et il n'a pas de souci d'interaction sociale. Il peut facilement aller vers l'autre, il peut pointer du doigt. Ça peut arriver. Mais pour l'autisme, c'est encore plus complexe. Wow. Pardon, excuse-moi. Monsieur, pardon aussi, parce que c'est ouf. D'accord. Il a failli m'évanouir. Tu parles très bien, monsieur, merci beaucoup. Alors, dans les cours, là, toujours chez nous, là, on n'a pas compris ce que tu nous as expliqué. Mon enfant qui est à la maison, ils sont 3. Donc, celui qui parle bien, mais il n'arrive pas à jouer ses camarades dans la cour. Et on peut dire qu'on n'a qu'à aller voir les docteurs pour voir ce qu'il a. Oui, en fait, il faut que le diagnostic soit posé. C'est dans ça que moi, en tant que mère, j'ai dit, mon enfant est bizarre. De toute façon, il ne joue pas les autres anniversaires, il est dans son coin. Attends, je vais l'envoyer pour aller voir si ce n'est pas ce dont ils ont parlé dans l'émission des femmes d'ici. Le deuxième, lui, il parle, mais il fait quoi? Il ne peut pas pointer du doigt. Non. Il ne regarde pas dans les yeux. C'est ce qu'on veut entendre, au fait. Nous autres, les gaous, là, quoi. Merci bien. Merci, alors, papa. alors, la manifestation au niveau de l'autisme, comme je le disais, c'est que le porteur d'autisme, il va entrer dans sa bulle, c'est-à-dire qu'il sera seul. Dans son coin. Il n'aime pas jouer avec les autres. Il n'aime pas jouer avec les autres. Voilà, il n'aime pas jouer avec les autres. Et puis, il a des comportements répétitifs, des comportements restreints. C'est ça. Les activités sont... C'est-à-dire, c'est les mêmes choses qu'il répète à chaque fois. Voilà. Même quand tu lui dis arrête, il va quand même répéter. Il va répéter. Il fait aujourd'hui. Il n'entend pas. Il ne change pas. Voilà, il n'aime pas le changement d'activité. C'est la routine. Voilà. D'accord, mais je pense que c'est quand même... on peut remarquer, hein, c'est assez clair ce qu'il a dit. Alors, on a une vidéo avec le psychomotricien qu'on va regarder aussi, qui est un des spécialistes qui intervient pour soulager un enfant autiste. Psychomotricité aborde de nombreux domaines qui aident les enfants autistes. La motricité globale, à travers les parcours moteurs, des jeux de balles, de ballons, aide à l'organisation des mouvements, renforce le tonus et l'équilibre. Améliore la conscience de son corps et de son environnement. La motricité fine travaille... Waouh! Et donc, c'est tout ça que vos enfants ont eu à faire avec les psychomotriciens. Oui. C'est ça?
OK, oui. Alors, vous avez parlé toutes les deux tout à l'heure de difficulté à se concentrer. Il n'est pas concentré pendant très longtemps. Donc, les spécialistes qui doivent intervenir, est-ce que c'est à la suite ou alors on a 1 heure par jour qui est dédiée à un spécialiste pour le laisser après s'il n'est pas très concentré dans sa prise en charge? Après, c'est un chronogramme, c'est un emploi du temps qui est mis sur pied, mais qui est mis en place, et puis aussi à la bourse du parent. Oui. Je ne suis pas sûre que, en tout cas pour moi, en tant que représentante des parents ici, je sais qu'à tout casser, peut-être 3 intervenants par enfant, parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller au-delà. Comprenez? Donc peut-être l'éducateur spécialisé va intervenir 1 fois par semaine. Et il intervient où? À la maison ou... Ça va dépendre de ce qui a été convenu entre eux et les familles. Moi, ce que je préconise généralement aux familles, c'est de permettre que l'éducateur arrive à la maison pour pouvoir cerner l'environnement de l'enfant et l'aider au mieux. Et l'orthophoniste, c'est forcément en cabinet. Dans le cabinet de l'orthophonie, c'est vraiment au besoin. Maintenant, il y a aussi le volet médical, c'est-à-dire à un moment, savoir où l'enfant est au niveau des troubles neurologiques, au niveau... Donc, c'est vraiment un gros package, Moi, tout à l'heure, quand je regardais la vidéo, c'est avec beaucoup d'émotion. Parce qu'en réalité, en Afrique, et surtout chez nous en Côte d'Ivoire, c'est une maladie. Il y a un enfant qui ne réagit pas normalement. Quand on va voir un médecin, c'est pour que l'enfant guérisse. Donc, c'est vraiment longtemps après qu'on se rend compte qu'on n'est pas en train d'aller vers une guérison. Nous sommes en train de rechercher des solutions pour que cet enfant-là puisse vivre normalement en famille et être accepté dans la société. Ouais, surtout. Et donc, quand on arrive à cette conclusion-là et qu'on voit que vraiment, il faut revoir tout, il faut remodifier tout son quotidien, c'est très pénible. C'est pénible. On va parler justement de votre quotidien avec vos enfants, mais ce sera juste après cette pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Oussou, Kwaku, Gérard, Anna, Joanna, Magouri, Liko, Diane sont avec nous. Et c'est la dernière partie de cette émission. Oui, Tanti Claude. C'est maintenant que je vais vous poser mes questions. Vas-y. J'ai dit, Tanti. Et puis, deuxième, Tata, vous êtes très belle. Ah, vous avez dit que vos enfants, quand ils ont des habitudes, là, une fois que ça change, ça perturbe tout. Même si tu veux, il faut payer 50 000, même le tonton, là. Ça va de ça qu'il s'agit. Les servantes à Abidjan, elles ne sont pas fiables. Non, maman, comment vous faites si une servante vous laisse? Comment ça se passe? Ouais. Moment de gros stress. Moment de gros stress parce que quand une servante vient, il va falloir lui rouvrir les anciennes plaies, lui expliquer, mon fils, il est comme ça, il est comme ça. Vraiment, il n'est pas, c'est pas la sorcellerie. Il n'est pas toc-toc, parce qu'il faut dire les mots. C'est vrai. On n'est pas maudit. Ouais. La preuve, on a d'autres enfants où on n'en a pas encore envie. C'est ça. Mais tout ce que je te demande, c'est de pouvoir être une maman. Parce que là, on est obligé de faire parler notre cœur, de pouvoir être une maman pour lui. Donc, il faut l'aimer, il faut faire comme ça. Si tu peux pas, ce que tu peux pas, tu me demandes, je suis H. Mais quand elle arrive à partir, et que quand elle est là, c'est vraiment une quiétude, parce qu'elle a pu accepter, vous partagez des choses ensemble, et qu'elle n'est pas... Dès qu'il y a une nouvelle personne qui entre, ça va déclencher d'autres troubles chez l'enfant. Donc, l'enfant doit d'abord accepter la nouvelle personne. Et dans ce processus-là, il y a forcément des crises. Tout à l'heure, Joanna a parlé des crises. Oui, c'est ça. Il y a des crises qui vont sortir. C'est-à-dire l'enfant va devenir peut-être hyperactif, il va devenir violent, il ne va pas vouloir que l'enfant... Il y a des crises qui vont jusqu'à des régressions vraiment très difficiles à accepter. Moi, je me rappelle qu'il y a 2 semaines, il y a une maman qui disait que son fils, dans le groupe des parents, son fils a arrêté de faire pipi. C'est-à-dire qu'il faisait de la rétention urinaire. Juste parce que la nouvelle qui est arrivée ne savait pas que on devait le prendre par la main, aller, certainement, il a dû crier « Ah, toi aussi, pourquoi tu pipi sur toi comme ça ?» Des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Elle a tapé. Il a traumatisé. On préfère se couvrir pour dire qu'elle a pas... C'est ça.
Oui, Johanna, pareil pour toi, les nounous à la maison, comment ça se passe? Bon, moi, on va dire, j'ai eu une grâce parce que j'ai la même tata depuis qu'Anaya a 3 ans. Ok, super. Donc, de 3 ans à 8 ans, c'est toujours elle qui est là. Donc, je l'embrasse, tata Cynthia. Ok. Et on espère qu'elle va rester encore avec nous. Ouais, c'est très bien d'avoir des personnes fiables comme ça qui sont là et qui restent. D'accord, ok. Oui, vas-y. Les amis, comment est-ce que vos enfants ont des amis? Parce que moi, je sais que les autres parents parlent terre à tête, disent que on ne veut pas avoir l'enfant là chez nous, il fait tour de lui, il vient tout casser ici. Il va faire en train de faire que l'habitude de ma fille est en train de changer. Ouais. Donc, est-ce que vous avez ressenti ce rejet et comment vous dealez avec quotidiennement quoi? C'est au quotidien, hein, ça c'est au quotidien. Moi, déjà, je fais coucou à tous les parents qui... Aujourd'hui, nous sommes arrivés au stade de ne pas blâmer les gens. Ce qui n'est pas connu, tout de suite, on rejette. Il faut comprendre que nous, en tant que parents, nous savons que nos enfants ne sont pas faciles à vivre. Okay. Alors, quand tu es parent, tu as une responsabilité d'aller vers le voisin pour expliquer, voilà ce que mon fils a, voilà comment est-ce qu'il pourrait réagir. C'est vraiment au choix. Si vous voulez qu'il intègre votre famille, moi, je souhaiterais, en tout cas. Maintenant, après, on ne va pas vous l'imposer. C'est ça, clairement. Voilà. Donc, à un moment, il faut être aussi responsable pour ne pas avoir à blâmer tout et n'importe quoi. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des attitudes ou des comportements d'autres enfants envers votre enfant qui vous a un peu choqué, qui vous a fait... Moi, en général, ce n'est pas vraiment les enfants. Moi, je pense que ce sont les parents. Okay, et c'est les parents qui éduquent les enfants justement à la bienveillance, à l'acceptation. Parce que moi, je prends un jour comme ça, on était partis au supermarché et j'ai fait l'erreur de lâcher sa main. Elle a couru dans tout le supermarché. Il a fallu la poursuivre dans le supermarché. Et tout le monde me regardait avec des yeux. Mais c'est quel enfant? Ouais, c'est ça, bandit, c'est ça. Voilà. Donc, c'est plus le regard des parents. Il faut les sensibiliser pour qu'eux, ils puissent passer le message aux enfants pour dire, ah, l'enfant que tu vois là, voilà, il est autiste, il faut l'accepter et tout. Et même dans les écoles aussi, faire une sensibilisation dans les écoles. Ça. Mais pourtant, les enfants autistes, pour ce qu'on voit, moi, je connais l'enfant autiste docteur, là, la série. Le docteur. Oui. Voilà, voilà. Oui. Et ça, donc, on dit que quand tu es autiste, tu as un QI développé, tu es très intelligent et tout. Parce qu'ils sont seuls renfermés, donc ils ont le temps d'étudier, de réfléchir. Ils n'ont pas camarades pour aller causer. Ouais. Quand tu t'en causé, là, c'est pas tes leçons. C'est ça. Et c'est le truc. En fait, ça, c'est la c'est mais voilà. Je sais qu'on a des personnes célèbres qui sont autistes. On a Bill Gates qui a dit qu'il était autiste. Donc, je veux dire, en fait, on peut avoir une vie normale. Exact. Voilà. On est peut-être différent des autres et il faut que le parent sache comment orienter son enfant. Parce qu'on a plein de personnes, hein, j'en oublie des noms, mais qui n'ont pas eu à faire un cursus scolaire normal parce qu'ils étaient autistes. Ils sont allés dans un autre cursus et ça a développé le génie qui était en eux. Et aujourd'hui, on a des gens comme Bill Gates et d'autres personnes. Si la prise en charge est précoce, un enfant autiste peut valablement développer des capacités, aller à l'école, avoir des diplômes, travailler, fonder un foyer. Précoce, à quel âge comme ça on doit? Déjà, à partir de 2 ans, si les signes sont palpables, il faut pouvoir orienter cet enfant vers les spécialistes, poser le diagnostic et puis commencer la prise en charge. Parce qu'il y a des troubles associés, troubles du sommeil, troubles de l'alimentation. Il y a d'autres, voilà, l'épilepsie. C'est chez certains. Ah, ok. Voilà. Donc, et ces troubles associés, il faut les soigner, il faut les traiter. Ouais. Oui. Ton fils s'appelle comment? Chris Désiré. Chris Désiré n'a pas une chérie à l'école. Chris Désiré, ça fait 2 ans que Chris Désiré est sorti du cursus scolaire ordinaire parce que maintenant, il est pré-ado, on essaie de déceler un talent, ses compétences, son centre d'intérêt. Mais après, Chris Désiré, il est très amoureux. Chris Désiré, il aimerait bien Yasmine quand même. Les femmes en forme. Et puis après, pour revenir au génie, comme les noms que Kadi a cités, je vais dire, c'est la base. Nous, en Afrique, tout de suite, on dit non, on ne veut pas le voir à l'école. Il n'y a pas meilleur moyen de pouvoir déceler des compétences. D'abord, c'est à l'école. Certes, l'enfant autiste ne va pas peut-être abonder dans le même sens que les autres en termes d'apprentissage, mais si tout le package est sorti du contexte scolarisation, on ne pourra pas
on ne pourra pas en tirer des génies. Comprenez? Nous, ici, on a des modèles ivoiriens autistes. Parce que nous sommes un réseau de parents, on en connaît. Vous voyez? Mais pour cela, c'est des parents qui se sont battus, eux, qui ont décidé de payer des écoles un peu plus chères pour pouvoir scolariser leurs enfants. Aujourd'hui, l'enfant a de la compétence. Il n'essaie pas de rentrer à l'université, mais moi, j'ai mon modèle ivoirien, à qui je fais un gros coucou, Moïse, qui a été primé l'an dernier en tant qu'entrepreneur, meilleur entrepreneur de l'année. Il est fermier, il est autiste, il a 28 ans. Et donc, il y a des modèles. C'est ça, en fait. C'est ce que je dis qu'on a des génies. On va regarder ici une vidéo des activités que vous avez avec les enfants. Ah, les animaux, ouais. D'accord, ça c'est où? Ça, c'est une activité que nous avons mise sur pied, c'est l'équitation. C'est fait en Côte d'Ivoire ici. C'est où ça? On l'a fait à Port-Boué. Parce que dans nos recherches, il y a une autre thérapie qui s'appelle équithérapie. Donc nous, c'est la communication avec les animaux, l'approche avec les animaux, notamment les chevaux. Nous avons décidé d'en faire une sortie et ce jour, les enfants ont bien aimé. Malheureusement, je dis, ce n'est pas dans nos mœurs, au fait. Et puis, nous, c'est un réseau de parents, c'est vraiment des sorties ponctuelles qui ont un caractère à la fois éducatif, mais aussi ludique. Emmener les parents à s'approprier le quotidien de leurs enfants et à passer des moments de qualité. Nous avons l'équithérapie, mais ça, c'est une activité qui se veut annuelle au sein de notre association. C'est la randonnée. Donc, on a la 3e édition, on va faire la 4e édition en 2024, qui à chaque fois draine un peu plus de monde pour comprendre et emmener les parents d'enfants autistes à comprendre qu'il n'est plus temps de se cacher. C'est clair. C'est le temps de sortir avec les enfants pour pouvoir pousser les autorités à revoir le coût de la prise en charge. Aujourd'hui, on milite pour que la prise en charge se fasse au public. Et moi, déjà, je dis merci à NCI parce que nous sommes dans le mois d'avril. C'est le mois de la sensibilisation à l'autisme. Nous avons parlé au ministre, on sait ce qu'il nous a dit. On attend en 2025 pour pouvoir avoir des centres de santé qui pourront nous permettre de pouvoir faire la prise en charge de nos enfants de manière répétitive, mais aussi dans le long terme. Alors, moi, du coup, je voulais demander à l'orthophoniste, les parents qui viennent peut-être 1-2 fois et qui n'ont pas les moyens de poursuivre les séances, est-ce qu'il y a des petites astuces que vous leur donnez à appliquer, à pratiquer au quotidien avec les enfants pour ne pas que... Parce que financièrement, ils ne sont pas capables d'assurer. Oui, en fait, je voudrais relativiser un peu par rapport à ce que Madame a dit concernant le coût. Le coût, je crois que ça varie entre 15 000 pour des cas sociaux à 20 22 000. Alors, il y a des assurances qui prennent en charge le traitement. Voilà. Et il y a des assurances qui prennent en charge? Oui. D'accord. Et pour ça, il faut quoi? Je pense... il y a deux mamans. Les deux mamans. Il y a des parce assurances. que oui, les deux mamans ne sont pas forcément d'accord avec ça. Il y a des il faut quoi? Parce que moi, je sais que toutes les émissions qu'on a fait effectivement sur ces cas, sur ce genre de cas, pas forcément l'autisme, mais tout ce qui est spécialité, en fait, il n'y a pas de... C'est pas couvert par les assurances. Hein. Pour la rééducation orthophonique, il y a des assurances dans les cabinets orthophoniques. OK, pour les cabinets, mais pas pour les psychomotriciens et tout. Là, je n'en sais pas. OK. Les cabinets orthophoniques. Les cabinets. Il y a la prise ça reste quand même encore léger. Je comprends que tu veuilles défendre, hein, mais ça reste encore léger. Juste pour rajouter quelque chose. Hein, oui, on va les laisser terminer d'abord. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne les astuces qu'on donne aux parents, alors... tout dépend du thérapeute. Il peut demander aux parents de venir voir ce qui se passe. Et arriver à la maison, il faut pouvoir reproduire le modèle. Voilà. Mais pour certains cas, on va demander aux parents de rester hors du cabinet. Pourquoi? Parce que quand le parent est là, l'enfant n'est pas concentré. Si, ça c'est vrai. Voilà, il refuse carrément les activités. OK. Je pense qu'il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience et d'amour. Oui, vas-y, on est déjà à la fin de l'émission. Excuse-moi, moi, quelque chose qui m'inquiète un peu, c'est vous, les mamans. Parce que là, on a parlé des enfants, mais vous, la psychologie, votre état d'esprit, comment est-ce que vous faites pour tenir bon, comme vous l'avez dit? On va aller rapidement en 1 minute parce qu'on est vraiment à la fin de l'émission, on doit finir. D'accord. Déjà, il faut être fort. Il faut être fort. Et après, moi, je dis, l'enfant n'a que toi. L'enfant n'a que toi. Il est déjà rejeté de tous. Et il n'a que toi. À un moment, il faut comprendre. Moi, je dis, il faut inverser la tendance. Il faut se dire qu'il y a des personnes, comme vous l'avez dit en début d'émission, qui pleurent pour avoir des enfants. Et vous avez la grâce d'avoir un enfant, encore un enfant différent, qui n'est pas à la portée de tous. Dieu, il sait à qui il confie certaines missions. C'est ça. Et quand on se met dans cette logique-là, on gagnerait mieux à être
avoir tout en bien, apporter de l'amour. Et c'est au prix de cet amour-là que le citron qui était très amer finit par être une limonade facilement. Très bien, très bien. Et ce sera ton mot de fin. Alors, dis-nous, oui, je prends ton mot de fin. Alors, moi, mon mot de fin, c'est vraiment d'appeler à l'inclusion des enfants autistes. Parce que Diane en a parlé un peu, nos enfants sont refusés dans les écoles, dans les écoles publiques. Et même les écoles privées, il y a certaines encore qui les refusent. Donc, c'est vraiment d'appeler l'État pour qu'il puisse avoir des réformes, qu'il puisse avoir des mesures qui sont mises en place pour ces enfants-là, pour qu'ils puissent intégrer les écoles. Très bien, c'est bien entendu, je pense que ça sera fait. Alors, orthophoniste, juste en 2 secondes, qu'est-ce que tu dois dire aux parents pour qu'ils viennent vers vous, qu'ils n'aient pas peur ou n'aient pas honte de venir vers toi? D'accord. Je voudrais rassurer les parents que d'ici très peu, il y aura des orthophonistes dans des régions sanitaires pour pouvoir prendre en charge tout type d'handicap, y compris l'autisme. Parce que dans la première promotion des orthophonistes formés en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a 7 qui vont intégrer la fonction publique très bientôt. Super. Voilà. Très bien. Et voilà. Beaucoup de courage à ces dynamiques mamans qui font beaucoup pour ces enfants-là. Oui, je sais. Et on va les applaudir à ces mamans. Ces braves mamans. Et on souhaite justement que dans quelques années, vous ayez aussi des Bill Gates parmi vos enfants. Vous ayez des Wentworth Miller, l'acteur qui a fait Prison Break. On sait qu'il est autiste aussi. Voilà, donc on veut ça, c'est ce qu'on veut. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un véritable problème. C'est la fin qui compte. Voilà, c'est pas le début. Merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.